Bonjour à tout le monde. Que vous soyez, je voudrais vous accueillir euh, dans cette réunion, dans l'organisation de la cohérence HDP, la perspective des équipes pays. C'est la deuxième réunion dans une série de réunions. Nous voudrions vous informer que cette session sera enregistrée. Avant de commencer, nous voudrions vous informer que tous les événements dans cette série seront disponibles dans deux langues, anglais et français. Je voudrais vous inviter maintenant à sélectionner votre langue de préférence pour cette session. Vous pouvez faire cela en cliquant l'icône en bas de l'écran et sélectionner anglais ou français. Vous pouvez décider de désactiver le son original. Si vous avez une question, vous pouvez parler à ma collègue Suzanne via l'outil de chat. Je me présente, Camille Takastakas, conseillère en gestion des connaissances chez IDEAL. Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, cliquez sur l'icône de l'interprétation au bas de votre écran Zoom et sélectionnez votre langue de préférence. On ne reconnaît que la réalisation de la cohérence humanitaire, développement et paix nécessite les synergies techniques et non travailler en vase clos. Mais comment est-ce que cela ressemble en pratique et comment est-ce que les équipes nationales ont élargi leur mandat s'ils l'ont fait et comment est-ce qu'ils se sont organisés pour réaliser la programmation de la cohérence HDP? Cette session va explorer ces questions de point de vue technique et opérationnel ainsi que de point de vue de la gestion. Nous sommes dans une session de dialogue dynamique entre le modérateur et les interviewés et entre eux et vous, les participants. Ils vont passer les premières 45 minutes en conversation avant d'ouvrir cette session aux autres dans l'assistance, à partager leurs expériences dans la conversation. Vous êtes aussi invité à envoyer vos questions et vos commentaires sur le chat tout au long de la session. C'est notre espoir de créer un espace d'échange entre pairs sur des choses que vous avez essayé, les approches qui ont fonctionné, ce qui n'a pas marché et ce que vous avez fait dans l'organisation de la cohérence HDP au niveau des pays. Vous êtes prêts? Nous aussi. J'aimerais introduire la modératrice de cette session, Carrie Berne, qui apporte plus de 25 ans d'expérience en leadership et gestion en supervisant des programmes complexes et grands dans les environnements du monde les plus défiants. Elle a beaucoup travaillé dans des programmes liés au système de marché, à la résilience, aux créations d'emplois, à la finance inclusive et à l'entrepreneuriat. Plus récemment, elle a travaillé avec les organisations pour intégrer les approches de la gestion adaptative dans leur travail et elle a mobilisé des équipes grandes et pluridisciplinaires à réaliser les objectifs stratégiques. Carrie, merci Camille et merci à vous tous d'être venus aujourd'hui. Nous sommes ravis d'avoir ce groupe et nous sommes ravis de commencer à engager sur ces questions autour de la cohérence HDP. Aujourd'hui, avec moi, j'ai Iba Tibi et Dan Rooney. Iba gère le hub d'autonomisation économique pour CARE International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Avant, elle était conseillère genre et responsable genre pour ce hub. Et elle amène cette dimension genre ayant travaillé avec 15 bureaux de CARE International dans la région et à l'échelle internationale. Eva est basée à Amman, en Jordanie. Nous avons aussi Dan Rooney qui est avec nous. Il est le chef des parties du projet Maharo, qui est en malgache, le projet de 5 ans de CRS, qui est une activité de résilience en sécurité alimentaire. Dan nous apporte pas seulement son expérience sur le projet Maharo à Madagascar, mais plus de 20 ans d'expérience de travail en Afrique subsaharienne et dans les différents contextes qui y sont connectés. Dan, bienvenue. Et
Je voudrais qu'on commence en entrant un peu en contexte pour que tout le monde comprenne les perspectives que vous allez apporter et comment vous y êtes arrivé. Ma première question pour vous deux, et cette question se rapporte à votre travail et comment votre travail se rapporte à la cohérence HDP. Qu'est-ce qui a motivé vos équipes à commencer la programmation sur cette nouvelle forme? Comment êtes-vous arrivé à la cohérence HDP dans vos contextes et avec vos équipes? Iba, voulez-vous commencer? Merci beaucoup, Carrie. Bonjour à tous. Nous sommes très ravis que vous vous êtes connectés aujourd'hui pour cette discussion. Comme Carrie a mentionné, je travaille chez CARE International et je vais vous présenter ce que nous faisons au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. CARE est dans la région depuis 1948 et malheureusement, comme vous savez, cette région héberge la plus mauvaise crise humanitaire et crise de réfugiés au monde. Nous avons différents programmes qui sont mis en œuvre sur terrain qui apportent l'urgence, l'aide en urgence et les activités humanitaires sur le long terme afin de renforcer la résilience des communautés que nous desservons. Nous avons aussi des différents programmes qui se concentrent sur les réponses liées au genre et liées aux situations d'urgence, sur l'autonomisation économique, sécurité alimentaire, adaptation des moyens de subsistance qui superposent des questions multiformes de la région. Le hub spécifiquement et aujourd'hui, toutes les perspectives que je vais partager viennent des différents pays et surtout des 11 pays où CARE est présent. Et nous avons récolté les leçons apprises sur les approches programmatiques, comment nous avons taillé sur mesure ces solutions dans des contextes fragiles, sur l'autonomisation économique des femmes, des systèmes de marché résilients et autres. Et qu'est-ce qu'on pense sur la programmation multipartite? C'était à cause des crises prolongées. En 2011, ce qui s'est passé, il y a certains donateurs en Palestine, au Yémen et en Irak qui ont posé à des différents bureaux et différentes équipes de réfléchir comment nous pouvons déployer les forces du marché et commercial pour répondre différemment, utiliser les approches de système de marché et de la chaîne d'approvisionnement pour faciliter l'accès à la nourriture, à la santé et même à l'éducation. Par après, on a commencé à voir beaucoup plus de collaboration dans les propositions. Bien qu'on ait adapté nos programmes pour faire face à différentes crises, des acteurs externes nous ont poussés parce qu'ils s'intéressaient à comprendre et piloter des programmes sur terrain. Et c'était avant COVID, parce que COVID a été une crise qui nous a poussé davantage de réfléchir comment appliquer nos programmes d'une manière conjointe. On a commencé en 2017 lorsque les donateurs ont commencé à demander aux collègues en Jordanie, au Liban et en Turquie à travailler avec les femmes leaders sur la programmation des femmes entrepreneurs, traiter avec les entrepreneurs, les gens avec lesquels on a collaboré dans les interventions ou le secteur humanitaire. On a travaillé avec eux dans des manières beaucoup moins traditionnelles et relaxées en matière de développement. Ça pourrait vous donner un aperçu de haut niveau de comment nous avons commencé à réfléchir sur la programmation multipartite. Merci. Et Dan et vous, comment est-ce que votre équipe est arrivée à ce niveau? Thanks, Carrie. Merci beaucoup, Carrie. Et Iba, vraiment, ça, c'est une très bonne introduction. Je crois que nos perspectives vont se compléter. Votre concentration régionale et ma capacité de parler de séquençage, superposition dans des milieux d'urgence pourrait nous aider dans ce dialogue. En externe, les gens imaginent que Madagascar, c'est une forêt verte et avec une verdure intéressante. Et si vous mettez Madagascar en Amérique du Nord, ça pourrait aller de Canada à Floride. Et Madagascar, la moitié, c'est désert. C'est comme le Sahel, mais pas comme le Sahel après 25 ans des interventions de verdure. C'est le Sahel des années 90. Et c'est là notre environnement.
Et la population qui a vécu ici a été toujours susceptible de subir l'insécurité alimentaire et il y a eu des saisons de mauvaises récoltes qui faisaient tomber les populations sur des crises. On a travaillé sur cette zone sur une période très longue. On a toujours eu une présence, mais en 2016, comme le précurseur à notre projet RFSA, on a commencé des discussions avec l'USAID ainsi que AFTA à élargir notre présence, à offrir des services en situation d'urgence dans la zone à petite échelle. Et au cours des 5-6 ans, on a commencé à un projet de 1 million de dollars jusqu'à gérer des projets de 50 millions de dollars complétés par nos financements de RFSA qui moyennent 45 millions de dollars. Maintenant, je suis dans la capitale régionale de Mambundembe et l'Internet n'est pas aussi forte, mais je suis entouré par des communautés où on offre la distribution alimentaire à 50% de la population, tout en leur offrant des interventions de développement concentrées sur la gouvernance, la santé, la nutrition, l'agriculture et moyens de subsistance et gestion des ressources naturelles et l'atténuation des risques. Merci beaucoup, Dan. Et je vais retenir quelque chose que vous venez de dire. Je vais vous poser et poser la même question à Hiba. Beaucoup de gens, quand ils parlent de HDP, les gens sont intimidés d'une part, et c'est souvent la partie paix. On ne sait pas comment intervenir en matière de la paix, mais c'est très commun de trouver des gens qui ne travaillent pas dans l'espace humanitaire et l'espace de développement. CARE et CRS sont des organisations multilatérales. Vous avez parlé un peu comment est-ce que vous équilibrez ces différentes choses. Est-ce que vous les superposez? Est-ce que c'est question de temps? C'est une des questions auxquelles que les gens posent. Comment est-ce que vous le faites? Bien sûr. Dans le cadre de nos activités, il y a une idée naturelle autour de ces activités parce que tous les éléments ont leur saison. Il y a la saison vache maigre où vous devez offrir de l'aide en situation d'urgence qui va en continuité avec la saison agricole, où vous avez des interventions en matière de développement, les écoles agricoles, des cultivateurs, des variétés de semences améliorées, ainsi de suite. Et il y a une vaste gamme d'interventions que vous pouvez offrir au cours de l'année sur la cohésion sociale. Les questions de gouvernance, avoir des institutions de dernier kilomètre grâce à des programmes d'alphabétisation et d'autres programmes qui autonomisent les individus. Tous ces éléments ont une séquence naturelle dans le cadre des besoins en situation d'urgence et des besoins de développement en fonction des cycles et rythmes de votre travail. Ouais. Et il y a un intervenant qui a dit hier, et j'ai dit oui. Et les gens ont dit oui, je suis d'accord. Il y a un intervenant qui a dit la séparation entre l'urgence et le développement, c'est en interne, c'est notre problème. Ce n'est pas la manière dont les gens vivent leur vie. Et la plupart de ce travail, c'est le réalignement avec les réalités de nos populations bénéficiaires. Les structures, ces structures qui font obstacle. Et j'aime cette phrase que tous les éléments ont une saison. Et oui, ça, c'est une base qui explique comment vous intervenez. Et Hiba, qu'est-ce qui se fait chez CARE en la matière? Comment ça marche? Comme vous savez, au sein des crises, on analyse aussi les opportunités. Malheureusement, au fil des années, nos équipes essaient des approches différentes et les choses avant et au-delà des programmes de l'interface ont été testées. Comme tout, on a séparé les interventions humanitaires des interventions de développement et on a commencé à les lier aux activités de développement avec les séquences, les urgences, la récupération précoce et puis le développement. Et quand on a voulu travailler en phase de continuum, on a analysé une communauté, on a un programme qui a deux volets.
Premier volet humanitaire, deuxième volet développement. Il n'y avait pas grande coordination sur terrain et puis nous avons évolué de plus en plus vers les liaisons. Ce n'était pas intentionné. On a commencé en 2011 pour différentes raisons, comme j'ai dit. On a aussi analysé nos participants de programme. Comme vous avez mentionné, Carrie, eux, ils ne se soucient pas si c'est humanitaire, développement, protection, système de marché. Ils ne se soucient pas de ces questions. Eux, ils veulent qu'on réponde à leurs besoins, demandes et réalités. Et ce que nous faisons, on passe un bon temps et un grand effort pour comprendre les petites parties, les petites pièces qui vont nous aider à effectuer des changements systémiques. Et ces changements systémiques nécessiteront les interventions humanitaires ou des investissements en action. Et vous pouvez compléter sur ce que vous faites et démarrer immédiatement. Et honnêtement, comme j'ai mentionné l'autre jour, s'il y a une bonne chose sur la COVID-19, c'était le moment où tout le monde a constaté qu'on ne peut pas avoir deux différents programmes séparés. Tout le monde pensait comment le faire. Honnêtement, on a commencé à apprendre par faire, apprendre en action. À l'époque, on ne l'appelait pas Nexus et à travers nos discussions, je peux même vous donner une histoire de comment CARE a évolué. Et voilà des choses il y a des choses qui ont évolué et qui n'existent plus en ce moment. Je suis toujours d'accord sur l'apprentissage par la pratique. Ce n'est pas seulement la manière d'apprentissage adulte, mais c'est là où nous sommes au niveau de la communauté. On sait ce que nous voulons faire, mais on ne sait pas comment faire. Il y a plusieurs défis et vous avez mentionné la COVID-19 et les crises prolongées nous ont aussi poussés à réfléchir de manière différente. Vous ne devez pas avoir une séparation. Cela ne marche plus d'opérer en isolement et d'appeler un projet d'urgence, sans oublier les activités de développement. Prenons l'exemple de l'Afghanistan. L'Afghanistan a suivi ses cycles. Les choses sont pires, les choses s'améliorent et les choses sont pires à nouveau, etc. Et il y a une liste qui s'élargit plus que mon bras. Et Dan, quelle était votre leçon de l'Afrique subsaharienne ou d'autres crises prolongées où vous étiez impliqué? Comment est-ce que ces différentes pièces se mobilisent et comment on réfléchit en interne sur ces choses? Je vais contribuer un peu. Comment est-ce que vous présentez à une communauté vos projets? Il y avait des choses sur lesquels on n'avait jamais réfléchi et qui ont bien marché. On a des noms uniques de projets qui symbolisent l'intention, si c'est avec l'axe sur le développement ou sur l'urgence. Nous avons aussi des différentes perspectives en termes de couleurs que nous portons quand on fait la distribution des aliments. Les couleurs que nous portons et les logos que nous portons sont différents dans des activités d'urgence, les consultations communautaires et les engagements en matière de développement. Et ces signaux subtils ont été très utiles aux communautés. C'est comme vos maillots pour les équipes sportives. Et est-ce que les communautés répondent à ces signaux? Est-ce qu'ils répondent à ces couleurs? Bien sûr, ils comprennent nos intentions qu'on veut offrir un appui holistique pour les activités et des besoins d'urgence et des besoins en matière de développement. Il reste encore beaucoup plus à faire. Il y a les attentes parce que vous parlez avec CRS et quelle que soit l'intention ou l'objectif du staff, ils doivent comprendre nos activités d'urgence et nos activités de développement. Et à la base, on s'assure que nos personnels communiquent bien. Ils sont dans les mêmes bureaux, ils voyagent dans des mêmes voitures. On a trouvé cette méthode pour savoir ce qui se passe en créant un système de copartage. Et la plupart de nos activités sont divisées moitié-moitié. Si c'est au niveau opérationnel, moi qui suis dans le département de développement, j'ai une idée de ce que le staff dans le département d'urgence font. Et ces choses se font. Ce n'est pas au niveau stratégique ou au plus haut niveau, mais ils aident avec la coordination de derniers kilomètres. Et Hiba, peut-être vous avez des exemples similaires de comment la coordination se fait.
parce que CARE s'est trouvé par hasard, parce que ce n'était pas programmé dès le début. Absolument. Au début, ce qui s'est passé, comme j'ai dit, en 2016, la notion, c'était le mot liaison, le mot nexus, travail en concertation, a commencé à gagner du terrain de la part des donateurs. CARE a organisé une discussion en interne au niveau siège. Des différents acteurs, praticiens, des leaders de réflexion, des concepteurs de programmes étaient tous là. On nous a divisés en deux groupes, les gens avec l'esprit ouvert de ces programmes de liaison et un groupe contre. Et pour définir des positions organisationnelles, une recherche a été lancée et cette recherche a été faite à deux niveaux. Premièrement, on s'est concentré sur la définition des programmes de liaison. Il y a les collègues qui étaient contre et ils avaient des peurs légitimes en termes des instruments politiques, des relations en amont et en aval. Ils avaient ces craintes en se concentrant sur les principes humanitaires. On a lancé cette recherche, on a fait les définitions parce que le monde Nexus avait plusieurs définitions à ce niveau. Et puis, nous avons aussi analysé des exemples existants. Comme j'ai mentionné, il n'y avait pas de déconnexion entre les équipes sièges et les équipes nationales, mais il n'y avait pas de moyen de comprendre ce qui se passait sur terrain dans son pays où CARE opère. Et les équipes ont commencé à chercher des exemples de ce qui a été mis en œuvre sur terrain, les exemples réussis et les exemples qui n'ont pas réussi, si je peux dire diplomatiquement. Et ce qui s'est passé, nous avons constaté au niveau des programmes, il y a les pratiques, mais au niveau opérationnel, au niveau de l'organisation, au niveau structurel, il manque de cohérence dans la mise en œuvre. Et ce qui s'est fait, on a commencé à parler aux collègues de ce qui ferait les programmes de liaison quelque chose à apprécier. Et même si on n'a pas une définition claire, même dans des 100 contextes où nous travaillons, nous avons 9 principes directeurs qui donnent une définition principale d'un modèle à appliquer et à se conformer, tout en donnant un espace aux différents collègues de modifier et de redéfinir en fonction de contexte. Jusqu'ici, on n'a pas une définition détaillée du mot liaison, surtout pour la composante de la cohérence HDP. Et ce qui se passe, on a impliqué les participants au programme d'aider les équipes pays à définir en fonction de ce qui se passe dans ces contextes. Et je donne toujours un exemple. On parle à nos participants de programme pour nous permettre, si on implique nos participants de nous aider à définir les concepts, cela s'élargit. Et la paix, pour moi, c'est l'accès à l'eau pour une communauté et il en est différente pour une autre. Nous sommes toujours en phase d'apprentissage et collecter les informations, mais nous avons des principes directeurs qui nous aident et sur lesquels on se conforme dans la mise en œuvre de programmes. On aurait aimé voir un exemplaire de ces principes et comment ces principes s'appliquent dans les contextes, dans les différents bureaux nationaux. L'une des choses dont je suis consciente, c'est que la session d'hier, c'était la réflexion du plus haut niveau, les engagements que la direction démontre pour nous aider à comprendre cet élément et mettre à disposition les financements. Aujourd'hui, on est au niveau opérationnel, au niveau technique et au niveau de la base. Et j'aimerais nous donner l'occasion de se transformer en une conversation qui nous explique comment ça ressemble. Vous nous avez donné un bon goût des processus en interne, de ce qui a marché chez CARE pour y arriver. Et Dan, vous nous avez aussi donné des indications en nous donnant des exemples de partage d'informations et nous avons des questions. Et nous pouvons avoir plusieurs exemples au plan opérationnel et technique. Les gens pensaient que ces différents éléments sont
ces éléments sont différents, mais vous pouvez avoir des approches techniques et opérationnelles qui se complètent. Je vais donc vous laisser, vous deux, à nous partager. Pouvez-vous nous donner des exemples pratiques pour que les participants qui seront connectés pourront aussi utiliser? Ou vous deux? Bien sûr, nous avons deux organigrammes organisationnels et les responsables des équipes développement et équipes urgence sont membres de la haute direction qui répondent devant le délégué national. On organise les réunions hebdomadaires de coordination et on travaille d'une manière complète et les réunions de coordination continuent. Moi, je suis à 40 kilomètres de notre bureau des activités de dernier kilomètre où nous avons 300 membres de personnel au total et dont 70 sont dans l'équipe urgence et 220 font partie de l'équipe des activités en développement. Ils opèrent d'une manière constante dans les activités de coordination. Du côté des opérations, les membres de personnel sont mobilisés pour apporter un appui à la logistique pour les projets de développement et des projets d'urgence. Souvent, les véhicules sont mobilisés. On fait les activités d'une manière de co-création et une manière partagée. Les équipes de mise en œuvre de dernier kilomètre pour chaque communauté sont propres à chaque projet. Mais du niveau des agents spécialisés, du plus haut niveau, il y a les organigrammes spécifiques et ça devient un peu mélangé si vous venez un peu à la base au niveau du terrain. Ah, voilà. Voilà un peu la structure opérationnelle. Hiba, quels exemples avez-vous que les équipes pourront utiliser et appliquer dans leur contexte? Du côté technique, il y a 3 points majeurs qui s'affichent chaque fois quand on parle de liaison. L'analyse, type de programme et suivi évaluation. Idéalement, cela doit se faire d'une manière intégrée avec l'analyse et les outils de collecte de données, comme Dan mentionnait. Nous avons deux équipes différentes, l'équipe humanitaire et la combinaison de la résilience et des activités de résilience, où il y a la sécurité alimentaire, justice économique des femmes. Il y a d'autres qui travaillent sur les systèmes de développement sur le marché et eux, ils travaillent sur le développement durable ou la composante de développement du programme. On a 3 niveaux chez CARE, le niveau pays, niveau région et niveau siège ou niveau international. On peut parler plus tard sur les défis. Quand il s'agit de l'opérationnalisation de programmation de liaison, ça commence de la vision. Quand on analyse le leadership et en même temps avec les praticiens eux-mêmes. Honnêtement, la direction, l'orientation et le conseil sur la création de la stratégie et la conception du programme, ça se fait au plus haut niveau. Aussi, nous avons les structures mondiaux et il y a des mécanismes de coordination de plus en plus. Nous avons des collègues de l'équipe humanitaire. En plus, à ce que Dana a mentionné, tous les collègues de la haute direction est composé des représentants de chaque domaine thématique. Mais dans l'équipe humanitaire, dans le comité de pilotage, il y a l'équipe des systèmes de développement sur le marché, des systèmes hydriques et alimentaires. Ils siègent au sein de ce comité pour nous aider à structurer nos programmes. Ce faisant, la coordination découle de haut en bas. Ce qu'on a au siège va au niveau des régions et aussi au niveau des pays, avec une coordination au plus haut niveau du siège qui se transmet dans les cellules de gestion régionales qui coordonnent les différents bureaux nationaux qui ont des contextes similaires. Et il y a les outils spécifiques que nous adaptons à nous permettre de faire la mise en œuvre.
Et ces outils sont liés à la collecte, à l'analyse des données et le développement des stratégies nationales et même aux mécanismes de financement, y compris les systèmes d'approvisionnement. Et ce qu'on a fait au cours des années, on a des outils qui sont différents utilisés par l'équipe humanitaire et l'équipe de développement durable ou l'équipe chargée des questions de subsistance. Et ces outils incluent les systèmes liés à un approvisionnement beaucoup plus relaxé, une collecte de données relaxée comme les outils d'analyse de genre rapide et les outils d'analyse de marché. On a combiné un ensemble de ces outils et l'analyse de genre rapide traditionnellement utilisée dans l'humanitaire a une composante dans certains pays qui inclut l'autonomisation économique et les composantes de développement. Et les programmes d'approvisionnement, pour certains cas, c'est CARE qui définit les outils et dans certains cas, on a pu convaincre le donateur de nous donner davantage de flexibilité pour les programmes en développement où nous pouvons intervenir dans certains moments de faire un approvisionnement beaucoup plus lié qui comprend aux besoins du terrain. Voilà les exemples que je pourrais partager. Il y a différents exemples pour les bureaux pays et je pourrais vous partager des liens. Oui, Dan? Allez-y, Dan. Donc, je voulais partager aussi, j'ai vu un changement au cours des années de notre équipe d'urgence qui analyse les données que nous collectons au niveau du développement, ce qui semble pas pertinent dans ce qu'ils font, mais qui maintenant donnent un peu plus de valeur dans leur travail et maintenant ils veulent apporter un peu plus de regard. Et même les résultats des recensements des communautés. Donc, c'est intéressant de voir que l'équipe d'urgence a de la valeur ou trouve de la valeur dans les données que nous avons. Et oui, c'est important, ce partage de données et d'avoir une compréhension globale des choses. Donc, je voulais juste résumer parce que les opérations ou les outils d'opération ou les stratégies d'opération que vous avez parlé, c'est le cofinancement, le partage de personnel, déconstruire les silos, donc une meilleure coordination des unités techniques ou des équipes techniques en utilisant, et je vais refaire vos mots, en utilisant des connecteurs, ça pourrait être un personnel technique qui travaille à travers différents pays qui ont le même contexte. Donc, en utilisant ces connecteurs pour pouvoir partager des informations. Et est-ce que j'ai déjà parlé du cofinancement? Et puis le dernier, et j'ai aimé cet exemple quand vous parliez l'autre jour, Iba, de encourager le personnel d'utiliser les outils d'autres personnels et de comprendre pourquoi il y a des outils différents pour des contextes différents et pouvoir créer une compréhension partagée sur l'utilisation de ces outils qui a un lien avec le dernier point que vous avez eu de partage de données pour comprendre pourquoi ces autres données pourraient nous être utiles. Est-ce qu'il y a un point que j'aurais oublié, Dan et Iba, dans cette synthèse, ou est-ce que j'ai relevé un autre point? Et quand vous parliez, j'avais envie d'ajouter quelque chose. On doit être très exprès. On doit avoir des réunions avec la haute direction. Oui, oui, je suis d'accord qu'on doit le faire exprès, on doit le faire de façon intentionnée et peut-être que c'est maintenant que je vais porter ma casquette de la gestion adaptive, la réflexion de ce qui marche, ce qui fonctionne. Et je reviens à votre point, Iba, il y a des choses qui ne marchent pas. Si c'était très facile, on aurait pu le faire de notre travail. Donc, nous devons réfléchir
et expliquer pourquoi quelque chose n'a pas fonctionné et comment on peut faire différemment. Donc, je suis très reconnaissant que les bailleurs de fonds ont un peu changé aussi parce qu'il y a un moment où les bailleurs de fonds n'étaient pas assez flexibles. Donc, tout ça, c'est opérationnel. Donc, on doit avoir des exemples techniques pour notre public aujourd'hui. Qui voudrait nous donner un exemple technique? Donc, je pourrais commencer. Donc, peut-être, comme j'ai dit, quand on parle des outils d'analyse communs, nous avons des analyses rapides et nous avons des analyses dans le contexte d'urgence. Traditionnellement, ceci était fait au niveau pays, mais c'était fait par l'équipe humanitaire qui évaluait les crises potentielles, les situations d'urgence. Mais ce qui se passe, c'est que récemment, dans quelques bureaux pays, ce n'est pas le travail de l'équipe humanitaire seulement. Les collègues de développement se joignent à cet exercice aussi. Et quand on parle des chaînes d'approvisionnement et les acteurs des chaînes de valeur, donc c'est un autre exemple que je pourrais donner. Et aussi un autre domaine de mise en œuvre, c'était les unités de gestion communs pour certains programmes, pas pour tout le pays, mais pour certains projets. Et basé sur les demandes des bailleurs de fonds, il y avait ce qu'on appelait la création des unités de gestion communs qui avaient des représentations de l'humanitaire et développement. Et avec les autres partenaires au-delà de CARE. Et quelque chose s'est passé. La plupart des clashs sont passés à ce niveau. Les pratiques que nous avons pu pratiquer dans un pays, dans une unité, c'était l'intention que pour pouvoir terminer ces clashs ou ces problèmes, il a fallu avoir le directeur de l'équipe humanitaire qui mettait en œuvre ce programme et que les équipes de développement devaient mettre en œuvre les programmes humanitaires. Donc, ils ont pu comprendre les aspects différents des programmes des autres équipes et ils ont pu mettre tout cela ensemble. Ce n'était pas aussi facile comme je le décris, mais cela a pris des efforts pour qu'ils puissent tester et appliquer et penser différemment de ce qu'ils sont habitués de faire. Donc, ce sont des exemples que je peux donner. Et je peux dire aussi un autre exemple dans un bureau pays où on avait un système de collecte de données. Ils ont dû penser à la stratégie du programme où ils ont dit, nous ne pouvons pas faire le suivi ou la collecte de données commun. Donc, ils se sont mis ensemble avec l'équipe de développement, l'équipe de responsabilisation économique et l'équipe d'urgence. Et ils se sont mis dans une unité de sécurité alimentaire de développement où ils ont créé un seul programme au lieu d'avoir des composants différents sur le même lieu. Littéralement, ils ont mélangé tout le monde et ils ont construit des outils d'évaluation et de suivi ensemble. J'aime cette idée d'avoir un échange interne. Donc, l'interprète demande de contrôler le débit pour ne pas aller trop vite. Merci. Merci. Mais j'aime ces stratégies et ces outils que vous décrivez. Dan, vous voulez ajouter un petit peu Donc, moi aussi, je serai très excité. Je vais aller trop vite pour notre interprète. Donc, je pense que c'est un très bon exemple, c'est très spécifique et cela montre les liens entre le développement et l'urgence. Donc, avant 2021, le manque de semences dans le Sud n'était pas considéré comme un problème d'urgence et tout notre travail sur les systèmes de semences
étaient menacés. Nous avons construit des centres d'apprentissage pour les fermiers, pour les agriculteurs, et nous avons pu toucher 60 000 agriculteurs et nous avons cherché partout. Il n'y avait pas de semences. Donc, nous, comme les acteurs de développement, informer USAID et tous les autres acteurs d'urgence que c'était une urgence. Et personne n'était préparé pour confronter. USAID a répondu très, très vite et nous a donné, donné un financement d'1 an qui est devenu un financement de 2 ans pour pouvoir approvisionner en semences et en collaboration avec FAO et les ONG et les acteurs privés. Nous, Mahara Development, ont agi comme les hubs pour importer des semences de l'Afrique du Sud, ce qui nous a apporté de nouvelles variétés à 60 000 foyers. Et pour la première fois dans 5 ans, il y avait assez de pluie pour avoir des récoltes. Donc, si notre équipe de développement n'avait pas remarqué cette lacune pour faciliter notre équipe d'urgence d'agir vite, ces foyers n'auraient pas vu cette aide. Oh, ça, c'est un très bon exemple de travail collaboratif entre les équipes. Et je vais vous demander de reprendre un point de notre discussion l'autre jour parce que vous avez parlé de quelquefois, quand on essaie de faire ces changements avec nos bailleurs de fonds, la communication est très importante. Est-ce que vous voulez parler de ça pour les gens qui n'étaient pas ici? Donc, parlez-nous un peu plus de cela. Bien sûr, la raison pour laquelle CRS peut travailler dans l'urgence et dans le développement au sud de Madagascar, c'est une conversation qui continue depuis 2016 où nous avons commencé à signaler le besoin d'inclure le travail d'urgence et nous avons été très délibérés avec les réunions hebdomadaires avec les équipes locales, avoir des sondages mensuels avec nos équipes d'urgence, nos équipes de développement et BHA Washington. Et nous sommes constamment en train d'assurer qu'il y a une communication suffisante pour avoir la synergie naturelle. Et comme nos directeurs d'activité peuvent parler de l'urgence, ils peuvent parler de développement parce qu'ils ont la confiance que nous communiquons entre nous et nous savons exactement ce que notre équipe est en train de faire. Et parce que nous sommes capables de construire, de se développer depuis des années et nous sommes arrivés au point où nous sommes maintenant progressivement. Oui, j'ai eu la même expérience en Éthiopie où nous avions le déjeuner chaque vendredi avec les équipes différentes. Ça faisait une grande différence parce que quand les choses ne se passaient pas très bien, on était capable de dire ah, oui, il y a ce problème, mais nous avons un plan. Ah, peut-être ce plan ne va pas bien fonctionner, donc on est en train de développer un plan B. Et voici ce qui s'est passé. Et il y a et je crois que USAID comprend les gens qui doivent comprendre aussi que nous avons fait des efforts et je pense que c'est vrai dans des contextes différents que garder ces lignes de communication ouvertes, c'est une chose très importante quand on essaie de faire quelque chose de nouvel, pour montrer que dans une petite façon, on peut arriver à faire ces grands changements. Et je pense que c'est beaucoup plus facile, ça facilite le travail.
Juste pour ajouter à ce point, c'est vrai qu'à l'époque de COVID, quand les collègues de USAID étaient bloqués de faire des visites de terrain, et moi, maintenant, je vois la valeur de mon travail à Washington, à travailler derrière le bureau, parce qu'on voit les gens qui n'arrivent pas sur le terrain pour les réinvigorer le public. Donc, moi, je disais toujours à mon équipe, il faut connaître les échéances des rapports, mais il faut aussi connaître les échéances des bailleurs de fonds pour leur donner quelque chose. Même si vous devez travailler des choses après, eux-mêmes, ils ont des échéances, ils ont des dates limites. Donc, il faut être comme faire partie de leur équipe même. Donc, je voudrais donner aux participants l'opportunité d'engager avec nous. Je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver et je voudrais demander les participants de faire un petit peu de chat ou d'attaque de chat. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette conversation? Ou qu'est-ce que vous auriez aimé voir un peu élaborer beaucoup plus? Tapez votre question ou votre remarque, mais n'envoyez pas encore. Tapez juste et nous allons avoir toute une pluie de commentaires. Donc, tapez votre question ou votre remarque, mais n'envoyez pas encore. Et nous tous, nous allons voir les questions qui apparaissent et nous allons pouvoir répondre très vite aux questions qui arrivent. Donc, voici la tempête du chat. Je vais vous donner encore 30 secondes avant d'envoyer. J'espère que vous êtes en train d'écrire. Donc, préparez votre chat. Et la question est, qu'est-ce qui vous a surpris ou remarqué dans cette conversation? Ou qu'est-ce que vous aimeriez entendre de plus? Ou quels exemples est-ce que vous avez? Et quand je dis « allez », vous appuyez sur « envoyer ». Voyons combien de personnes écoutaient les instructions. D'accord. Vous êtes prêts? On y va. Allez, envoyez. Et ça commence. Donc, ils sont surpris par comment ces stratégies sont assez concrètes. Et je pense que ce sont les petites choses. Ça peut être une très petite chose, très simple, mais qui fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment l'idée des foyers résilients et les communautés résilientes. Donc, il y a beaucoup de programmes qui ont la résilience au centre, mais comment est-ce que la résilience ou comment est-ce que la HDP contribue aux activités de résilience? Je crois qu'il y a un lien très important là. Je ne sais pas si vous avez des pensées sur cela. Je ne sais pas si vous avez une réponse sur comment HDP et la résilience, quel est le lien? Quel est le lien entre HDP et la résilience? Est-ce que je peux donner un exemple? Eh bien, allez-y. Donc, pour CARE, on dit que la résilience, c'est préparer les gens à s'adapter aux chocs et mieux répondre et anticiper des chocs dans le futur. C'est très similaire à ce que Dan avait dit. Donc, en considérant du niveau d'un programme humanitaire ou de développement, nous avons pu, sur l'analyse des marchés, identifier
les endroits qui sont liés aux situations d'urgence. Et ici, je peux parler des chaînes de valeur. L'une des choses qui est surgie quand nous avons fait l'analyse, nous avons voulu savoir ce qui nous a amené à that there are certain attributes that they don't like in that specific value chain. So we went back, dig back. Et nous avons identifié qu'il y a des attributs qui n'étaient pas appréciés dans cette chaîne de valeur. Et on a travaillé en arrière et on a trouvé que les aliments pour animaux constituent un obstacle pour influencer la valeur du produit. Et ce qu'on a fait dans un programme de développement est le suivant. En Palestine, le marché est contrôlé par plusieurs facteurs, y compris le conflit. Il y a certains moments de faciliter l'accès aux aliments pour les animaux. Et nous avons les cellules, des petites cellules de produire les aliments pour animaux, mais il n'y a pas de grenier pour stocker ces aliments ou les ingrédients. Et ce que nous avons fait une analyse de faisabilité très rapide et on a pu voir le marché potentiel et je dis les producteurs de petite échelle des nourritures pour aliments pour la chaîne de valeur caprine et ovine. On voulait faciliter les aliments pour animaux de haute qualité et constante. On a démontré à l'investisseur la taille du marché où la personne pourrait faciliter ou pourrait avoir des grands silos pour assurer la constance de la qualité des aliments et l'accessibilité des produits pour les cultivateurs situés dans différents lieux en Palestine. Et suite à l'analyse dans un programme financé pour une activité de développement moyennant $7 000, l'analyse a coûté $7 000. L'investisseur nous a donné 15 millions de dollars et a créé une usine de production des aliments pour animaux qui offre accès à des producteurs de petite échelle pour avoir accès à ces aliments pour animaux de manière constante. Pour nous, ils ont créé un accès constant, ils ont amélioré la résilience et dans certains cas, ils ont protégé les cultivateurs au choc et stress liés aux problèmes politiques et des changements climatiques. Les cultivateurs n'avaient pas de silos, même ils n'avaient pas accès à des aliments pour animaux. Maintenant, ils ont ces aliments d'une manière accessible, constante et de haute qualité. Désolé pour avoir trop parlé. À vous la parole. Merci, Iba. Honnêtement, Rubaiyat, les communautés avec lesquelles nous collaborons, on n'aurait pas une activité ou une initiative de résilience sans l'appui pour les activités d'urgence. La plupart des ménages sont à l'indicateur IPC 3, IPC 4 et c'est cet appui d'urgence qui offre ou qui jette une bonne base pour nous permettre d'entreprendre les activités de résilience sur le long terme, comme notre travail de nutrition pour les enfants ayant moins de 5 ans et la gestion des ressources naturelles parmi d'autres. On ne pouvait faire l'un sans l'autre. Merci. Il y a plusieurs gens qui écrivent sur leur chat et ils disent, vous n'avez pas beaucoup parlé sur le concept P et la plateforme est à moi. Et sur la paix, on a beaucoup parlé des activités humanitaires et développement. Et sur la paix, qu'avez-vous à dire autour de ce sujet? Bon, je ne veux pas que Dan commence, à moins qu'il veut démarrer, parce que moi, je veux donner plusieurs exemples dans différents contextes. Vous voulez commencer? Personnellement, sur base de la conversation, votre contexte est mieux adapté à cette conversation que le mien. Merci. Je peux te donner plusieurs exemples. Comme j'ai dit, la définition de la paix diffère des contextes. Et par exemple, avec Care Turquie, l'une des composantes principales qu'on n'abandonne pas, même si c'est
un événement humanitaire ou un donateur des activités de développement, on inclut la consolidation de la paix entre les communautés d'accueil des réfugiés et les réfugiés mêmes. Voilà la principale composante de la paix pour nous. Il y avait une plus grande hostilité pour ces deux groupes au début parce qu'il y avait une concurrence sur les opportunités d'emploi rares, les opportunités économiques très rétrécies. Nous avons ajouté, en plus de la programmation conjointe de ces deux communautés, on a ajouté les activités de consolidation de la paix ainsi que les ateliers et les actions et même le langage pour avoir une meilleure interaction entre les communautés d'accueil et la communauté des réfugiés. Je me souviens, un programme partageait les recettes alimentaires, ce qui a créé un grand engouement chez les femmes quand elles se sont fait confiance. Voilà un exemple de comment les collègues ont intégré la consolidation de la paix dans les programmes qu'ils ont avec les femmes entrepreneurs. Autre exemple, complétant sur ce que Dan a dit, l'une des principales sources de conflits sont des ressources naturelles, l'accès à l'eau, l'accès au pâturage, etc. La plupart de nos activités sécurité alimentaire et humanitaire pour permettre aux agriculteurs et éleveurs accès au pâturage ou à la terre. Maintenant, on intègre les activités et les perspectives de gestion des ressources naturelles et l'établissement de la paix. On travaille dans différents contextes comme ça. Cela nous ajoute aussi une autre perspective. Dans le contexte yéménite, il y a un conflit avec plusieurs acteurs sur terrain. Mais nous extrayons ce que nous pouvons faire avec le bureau pays et le principe de ne pas nuire. Nous respectons pour ne pas nuire nos participants des programmes et où nous devons intervenir pour protéger l'image de la femme, ce qui est lié à la programmation transformatrice et les approches transformatrices de genre. Travaillant avec les femmes, nous avons constaté comme CARE et non seulement CARE, tout le monde, quand on avait un projet, il y a un projet qui nuisait les femmes. Et même cela avait des représailles au niveau de la communauté. Le projet était nuisible en matière de la violence domestique parce que plus les femmes deviennent indépendantes et puissantes pour prendre les décisions, cela a occasionné les représailles au niveau de la communauté, ce qui a occasionné la violence domestique. Il y avait aussi une autre couche d'hostilité à l'encontre des femmes. Je ne connais pas le mot en anglais, mais je vais essayer d'expliquer. Dans certaines communautés, il y avait des acteurs, des gangs criminels, et ces gangs criminels agressaient les femmes spécifiquement, leur demandant une taxe illégitime. Si je suis entrepreneur et je suis commerçante, on vous demandait de payer une taxe pour la protection. Et nous, ce qu'on a fait pour les femmes, on leur a dit, nous, on ne peut plus continuer nos affaires. Dans un contexte comme le Yémen, où vous avez les perceptions sur la définition de la paix, voilà, nous avons apporté plusieurs acteurs ensemble pour remédier à ce problème. Nous avons parlé avec les représentants des autorités locales et le secteur privé pour atteindre les femmes, pour avoir les autorités locales afin de porter plainte et dire qu'il y a des gangs criminels qui imposent des taxes illégitimes. Et voilà comment on a pu protéger les femmes entrepreneurs. Ce sont des exemples de haut niveau. Et vous m'avez fait souvenir un exemple dont je n'ai jamais réfléchi depuis des années. Quand j'étais jeune et j'avais encore les cheveux bruns, je travaillais dans une organisation de paix à Jérusalem, en Israël. Et on m'a formé par mes collègues palestiniens et israéliens que les gens doivent parler. Laissez-les parler sur des questions, même si ces questions ne sont pas importantes, mais si les gens commencent à parler, vous pouvez leur permettre d'entrer en profondeur après avoir lancé cette base. Il y avait un autre projet en Éthiopie qui avait la même approche en matière de gestion des ressources naturelles que vous venez de décrire. Le conflit qui existe entre les agro-pasteurs et les éleveurs.
nous avons pu construire et créer cet espace pour ces conversations de consolidation de la paix. Et cela me fait rappeler que le P dans la cohérence HDP, c'est nous qui devons choisir la perspective. C'est non des différentes activités autres que nous faisons. C'est la manière dont on réfléchit à mettre en œuvre ces activités et la collaboration que nous apportons au niveau communautaire. Je reçois un message des autorités. Dan, avez-vous quelques contributions à faire en 30 secondes sur la composante P? On me donne le message que les participants doivent parler. Bon, je crois Iba a tout dit. Vous pouvez avancer. On voulait créer une opportunité dans cette conversation pour entendre de vous, chers participants, et non les panélistes, entendre les perspectives des... On va entendre de vos perspectives. Vous avez élicité de bons commentaires sur le chat, mais si vous avez un exemple, on a parlé de la résilience, on a parlé de la paix, on a parlé, si vous avez même des exemples opérationnels techniques qui se relatent à la conversation précédente, levez la main et on va vous permettre d'activer votre microphone et vous exprimer. Et on va entendre non seulement de nos panélistes, mais aussi entendre des exemples de la part de l'audience. Si vous avez à nous partager, ou même si vous avez une question, vous pouvez aussi nous le poser, mais on aimerait aussi entendre vos exemples. Cliquez sur réaction et sélectionnez lever la main si jamais vous voulez parler. Et comme ça, on va vous donner l'occasion d'activer votre microphone et nous parler. Chers participants, la parole est à vous. Lucien, allez-y. Lucien, activez votre micro. Allez-y. Merci beaucoup aux panélistes. Je suis Lucien Wali, projet Vim Plus au Burkina Faso, dans le centre nord funded by USAID. Alors, merci beaucoup à Iba et puis à Dan. On a vu dans leur partage qu'ils ont à la fois des départements humanitaires et des départements de développement, donc qui travaillent ensemble pour la mise en œuvre des activités. Mais nous, au niveau de notre organisation, nous n'avons pas cette division-là. Et nous nous sommes retrouvés sur un projet de développement qui, malheureusement, a rencontré des défis humanitaires en cours d'implémentation. Donc, c'est pratiquement quelque chose de nouveau pour nous qui étions dans une démarche de développement et qui, à un moment donné, devons adresser les questions de besoins humanitaires dans la région du centre-nord du Burkina Faso, si vous connaissez le contexte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours de la deuxième année d'implémentation? Nous avons eu un clash, ce que nous appelons le clash de résilience, où beaucoup d'actifs sont retombés. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Rapidement, nous avons fait le partage des cibles. On a fait une analyse des cibles pour voir quelles sont les cibles qui sont dans le besoin de réhabilitation, de relèvement, et quelles sont les cibles qui avaient encore quelques actifs sur lesquels on pouvait construire des actifs de développement. Et après cela, nous avons construit pour les cibles humanitaires un contingency plan, d'accord? Et nous n'avions pas un fonds additionnel, comme Dan l'a dit. Dan a eu un fonds additionnel, mais nous, on n'a pas un fonds additionnel. Donc, nous étions obligés de modifier la planification des activités de développement pour prendre en charge cette partie des besoins humanitaires. Donc, c'est le contingency plan qui nous a permis de faire ce séquençage. Ensuite, nous avons fait une analyse des besoins spécifiques des cibles en besoin de relèvement. Et après, nous avons étudié la contribution des partenaires humanitaires dans la zone. Et donc, nous avons tenu des discussions de collaboration avec ces partenaires-là pour enfin définir le paquet nécessaire pour le relèvement, mais aussi nous entendre sur les cibles qui avaient réellement besoin de ce paquet-là. Donc, cela nous a permis d'apprécier davantage ce qu'il fallait, mais aussi d'être précis sur les cibles et éviter les doublons. Donc, le côté développement, nous avons continué avec les cibles qui avaient certains actifs avec une approche de cofinancement. C'est-à-dire qu'on demandait aux participants de rester engagés à participer à eux-mêmes leur propre développement. Alors, pour finir, le défi que nous avons trouvé, c'est
au bout de la mise en œuvre de l'année de relèvement, nous avons eu des difficultés pour amener les cibles qui étaient sous assistance humanitaire vers la dynamique du développement. Parce qu'elles étaient déjà habituées à une certaine assistance et lorsqu'on leur a parlé de cofinancement, elles ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'an passé, nous étions en assistance et cette année, vous nous demandez de contribuer. Donc, actuellement, c'est le défi au niveau de VIM+. Donc, nous ne sommes pas d'obédience humanitaire, nous ne sommes pas une Assiri Voca, ce n'est pas une organisation humanitaire, on est dans le développement. Et donc là, on gère au fur et à mesure cette crise-là. Et donc, nous sommes vraiment l'exemple parfait d'une programmation adaptative d'un programme de développement en situation d'insécurité humanitaire. Merci beaucoup. Over. Thank you, Lucien. That's a great reminder. Merci beaucoup, Lucien. Un très bon rappel de l'importance d'engager la communauté pour permettre que votre message est clair. Dan, Iba, est-ce que vous vouliez répondre avant de donner la parole à Edouard Tiandré-Beogo? Just to mention that I worked in Burkina for 4 years. It's close to my heart. And thank you for your efforts, Awali. J'ai travaillé au Burkina depuis 4 ans. Merci, Lawali. Let me pivot to then Edward, do you want to go ahead and share your Edouard, experience with HDP coherence? est-ce que vous voulez partager sur la cohérence HDP? Bonjour à tout le monde et merci aux conférenciers d'avoir facilité cette réunion. Je suis Edouard. C'est un prénom français, Edouard. Mais je suis chef de parti du projet Aspire. C'est un projet financé par USAID, mais c'est une initiative de Feed the Future. Ce que je voudrais souligner est que nous sommes un projet de développement, mais notre effort complémente ou complète les efforts de la paix. Le projet a commencé en 2019. Pendant la phase de conception, avec USAID, nous avons réfléchi sur l'impact de l'insécurité et nous sommes arrivés à la conclusion que l'insécurité mène à des conflits et des conflits ralentissent les efforts de développement. Et puis, nous avons essayé de développer ce projet qui s'appelle Aster. Et ce que nous avons voulu faire, c'était combattre l'insécurité avec l'attente que cela apporterait de la paix et aller promouvoir le développement. Donc, le projet a 2 dimensions. Promouvoir les gouvernements locaux au niveau de la communauté parce que nous avons au Burkina, comment le Burkina est structuré, nous avons le cadre national, le cadre régional et puis les villages. Donc, ce que nous avons fait, nous avons travaillé au niveau régional. Donc, de temps en temps, nous sommes allés dans les villages au niveau des communautés pour renforcer le travail de gouvernement et les structures de gouvernement. Par exemple, nous avons aidé les communes dans les questions de l'insécurité. Et nous avons fait cela parce que nous voudrions aider les populations locales pour qu'ils puissent s'améliorer au niveau de l'agriculture. Et cela a contribué parce que si j'ai une parcelle et j'ai une ferme et j'exploite cette parcelle et je n'ai pas de documents, n'importe qui pourrait contester ou opposer cette propriété. Mais si j'ai le document, même s'il y a un conflit entre moi et quelqu'un d'autre, je pourrais montrer la preuve que la terre m'appartient. Donc, c'est la première chose que nous avons fait pour combattre l'insécurité.
Donc, on pense au titre de terre comme une question de développement, mais ce que vous décrivez, c'est qu'il y a cet aspect de construction de la paix ou de l'éducation à la paix. Oui, oui, c'est quelque chose qui contribue à la paix et le développement en même temps. Parce que, comme j'ai dit, nous soutenons les communes. On fait les municipalités institutionnellement, techniquement, parce que nous les formons sur savoir comment obtenir les titres de terre, parce que nous utilisons une approche. Il y a un outil qui s'appelle MAST, un outil développé par USAID pour les téléphones mobiles, et cela a été adapté au contexte de Burkina. Et on peut utiliser ça pour pouvoir avoir des titres fonciers. C'est ce que nous essayons de faire, pas seulement pour donner ces outils aux communes, mais aussi les former sur comment utiliser l'outil. Parce qu'au Burkina Faso, les titres fonciers, c'est la responsabilité des municipalités. Mais le problème, c'est que la municipalité n'est pas bien formée pour arriver à faire cela. Donc, il y a ce que nous parlons d'une loi qui gouverne comment on établit les titres fonciers. Donc, la chose, c'est développer une loi pour donner le pouvoir aux personnes qui doivent rédiger ces titres, à pouvoir rédiger les titres. Donc, il y a la loi qui existe, mais les personnes qui sont en charge et qui doivent mettre en œuvre ne savent pas quelle loi est applicable. Merci pour cet exemple, Edouard. C'est un bon rappel sur comment c'est important de comprendre les contextes des partenaires différents dans des contextes différents. Merci beaucoup. Et je pense que parce que nous n'avons pas le temps, nous allons arrêter ce point et donner à Pauline la chance de contribuer aussi. Ce sera la dernière personne à contribuer. Pauline. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Pauline Chibil et je suis conseillère résidente. Et je voulais juste mentionner quelque chose que nous avons commencé à faire au niveau de l'agence par rapport à la résilience et à HDP qui a été mentionné. Donc, nous avons commencé par faire des portfolios, des réalignements des portfolios au niveau pays. Et nous avons commencé par une analyse profonde sur si le portfolio actuel est efficace et comment on doit s'adapter au niveau des chocs et des stress. Donc, nous avons analysé comment nos développements, nos travails d'éducation à la paix pourraient soutenir cette activité et quelles sont les lacunes qui doivent être financées à travers Massicor ou à travers les différents partenaires avec les autorités différentes, comme a dit Edouard. Mais cela prend beaucoup de temps et des engagements de plusieurs acteurs pour avoir une analyse profonde qui est critique pour voir ce qui fonctionne et ce qui manque pour arriver à la cohérence HDP. Donc, vraiment, la résilience et la paix, c'est notre mandat et le problème, c'est le cadre pour arriver à réaliser cela. Donc, c'est par rapport à... Donc, je crois que ces efforts ont aidé notre équipe pays de comprendre mieux de quoi il s'agissait, la résilience. J'apprécie beaucoup cette façon de le regarder, où le HDP et le mandat et la résilience, c'est une approche. Et je pense que ça serait important de cartographier pour savoir quelles capacités doivent être renforcées
et je suis très d'accord avec vous que c'est une bonne façon d'aider l'équipe à voir des gens, des choses d'une façon globale et comment ces projets sont liés et comment ils peuvent venir ensemble pour compléter différentes pièces de l'intégrale et trouver des financeurs pour financer ces différentes activités. Hiba, Dan, Pauline's contributions just now? des réflexions sur les contributions de Pauline et Edouard? Merci d'avoir partagé vos réflexions. J'ai pris bonne note de la citation que Pauline a partagée. Merci beaucoup. Cela résume tout. Et Dan, il va bien. Il a indiqué qu'il est d'accord avec ce qu'on discutait. Tout d'abord, je tiens à remercier nos panélistes. Vous avez fait un bon travail et je voudrais vous donner une occasion de nous donner 2 ou 3 éléments à retenir, 2 ou 3 leçons. J'aime toujours dire à mon équipe, si on sort d'une réunion et on doit retenir 2 choses, qu'est-ce que vous voulez retenir à la fin de la session? 2 ou 3 leçons, mais dites-nous ce que vous voulez qu'on se souvienne de la conversation d'aujourd'hui que nous pouvons mettre en pratique dans notre travail sur terrain, d'une manière pratique. Dan, on commence avec vous. Bien sûr, merci Carrie, et j'ai beaucoup aimé la conversation. Et à ce stade, je pourrais dire que l'Internet ne m'a pas cautionné, ça m'a sauvé. Bon, mes principales leçons. Commencez vos conversations tôt et il faut être réaliste sur la planification. Nous sommes aujourd'hui non en pensant que nous serons un programme de 50 millions de dollars pour l'urgence et 10 millions pour le développement. On a commencé d'une très petite base et on a évolué au fil du temps. Il y a des moments où nous étions audacieux, mais il y avait un élan qui était durable pour nous. Cela nous a aidés à tirer profit de notre présence dans la région et certains des actifs des immobilisations physiques comme les bureaux, les véhicules et le staff. Finalement, vous devez aussi vous devez agir intentionnellement pour créer la coordination dans vos bureaux. Je recommande avoir les organigrammes séparés avec les niveaux de responsabilité égaux qui répondent devant vos représentants nationaux pour que les gens se sentent sur le même pied d'égalité. Voilà mes leçons. Merci. Hiba, et vous? Pour moi, je dirais à mes collègues que la liaison, c'est un parcours, non un voyage simple. Vous devez vous préparer pour un long parcours. Et je me souviens, la première fois quand on parlait de liaison en termes de définition en 2016, les collègues, quand ils entendaient ce mot, ils allaient sur Google et ils trouvaient des multiples définitions et plusieurs secteurs. Et maintenant, au moment où je vous parle, il y a 500 millions de définitions, 500 millions de résultats sur Google. Ma première leçon, d'abord, il faut écouter et agir en conséquence. Écouter à la communauté, écouter des acteurs externes, même ceux avec lesquels on ne collabore pas, pour mieux comprendre leurs difficultés, leurs opportunités, et puis vous pouvez agir. Et puis, écoutez vos collègues. Il faut écouter les perspectives de vos collègues et pouvoir comprendre leurs difficultés, leurs craintes, et il faut agir en conséquence. Merci beaucoup. Je vais profiter de cette occasion. À part l'écoute, je voudrais rappeler à tout le monde d'apprendre par la pratique. Essayez, tirez profit de la collaboration et essayez d'agir. Et j'aimerais nous résumer avec mon dernier point qui se complète du point de vue de Dan, que chaque élément a sa saison. Et si on analyse les vies de nos populations cibles et de nos communautés clés avec lesquelles
nous travaillons, ces divisions sont dans notre monde, pas dans leur contexte. Chaque élément a sa saison. Il y a le temps d'apporter des choses différentes pour mieux réfléchir des besoins de nos communautés, même quand on programme la cohérence HDP. Voilà mes 2 leçons à vous partager de cette session d'aujourd'hui. Camille, à vous la parole. Merveilleux. Iba, Dan, Carrie, vous nous avez donné vraiment de perspectives profondes. C'était une conversation très enrichissante, très honnête, très franche pour les différents programmes nationaux et je suis sûr que nos participants ont beaucoup appris. Et j'aimerais aussi remercier les participants de leur contribution, d'avoir levé la main et d'avoir partagé vos expériences. Merci à vous tous. Chers amis, on arrive à la conclusion de la session et la semaine sur la série de partage de connaissances. Carrie, Iba, Dan, merci beaucoup de votre contribution. Et j'aimerais dire que, puisque nous sommes dans une série de leçons, au cours des mois à venir, IDEAL va vous offrir des opportunités pour entrer en profondeur sur 4 domaines thématiques comme affiché dans votre écran. Ces domaines thématiques ont été extraits des discussions de groupe qui ont été tenues au début de cette année. Premier domaine thématique, avancer la cohérence HDP locale. C'est prévu pour plus tard ce mois, fin de ce mois. Cliquez sur le lien sur le chat pour apprendre des sessions sur ce domaine thématique et pour vous inscrire. En juillet, on va explorer le deuxième domaine thématique qui va analyser les données pour aider à la prise de décision, ce qui a été beaucoup mentionné pendant cette session. On va approfondir la question de données. On vous encourage de se connecter en juillet. Début août, on va analyser la communication et la coordination pour la cohérence HDP. Et notre dernier domaine thématique qui est très critique pour tout ce travail, le séquençage, la superposition et l'intégration de l'assistance humanitaire, développement et paix. Et finalement, en septembre, après cette série d'apprentissage, on aura une séance récapitulative pour discuter de ce que nous avons tous appris. On va réfléchir comment nous pouvons mieux s'adapter à la cohérence HDP et comment cette série de partage de connaissances va nous aider à catalyser les étapes collectives suivantes. On va vous envoyer les communications d'inscription sur des semaines et mois à venir. Restez sur le qui-vive en s'abonnant aux newsletters du réseau FSN. Finalement, nous aimerions entendre vos points de vue sur cette discussion afin d'améliorer nos événements futurs. Le lien de sondage est sur le chat. Ça va vous prendre 2 à 3 minutes à répondre à 3 questions. Cela dit, on va laisser ouvert cette salle et on va jouer un peu de musique en arrière pour vous permettre de remplir le sondage. Iba, Dan, Carrie, merci, c'était très valable. Merci d'être venu, d'avoir partagé vos perspectives. Et on s'attend à vous voir à la fin de ce mois pour les discussions du premier domaine thématique. Merci à vous tous. Et vous pouvez remplir le sondage avant de quitter. Merci. Merci de votre temps et vos contributions. À plus. Merci à tous et à toutes.